Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au cycle des conférences Échanger pour mieux comprendre, organisé par la Fondation Attijari Wafa Bank. Le thème de notre conférence digitale d'aujourd'hui est la digitalisation et protection des données personnelles, tout ce qu'il faut savoir. Quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase. Et quand on dit vous, c'est d'abord et surtout vos données personnelles. L'utilisation des données personnelles permet de nous proposer l'exact produit au bon moment sans qu'on perde le temps à le chercher. Cela nous plaît pas mal. Mais l'utilisation des données personnelles permet bien plus que ça. Exemple de Creditech, une compagnie de crédit en Allemagne qui analyse plus de 8000 paramètres depuis la localisation jusqu'aux achats en ligne pour décider si oui ou non ils octroient le crédit aux demandeurs. Ou Zestinance, qui capte plus de 70 000 flux de leurs clients sur les réseaux sociaux pour évaluer les risques liés au financement. La donnée personnelle ou la donnée à caractère personnel est utilisée également en politique. Les fonds collectés lors de la campagne démocrate de 2012 de Barack Obama ont atteint des records avec plus d'1 milliard de dollars et 70% des fonds qui sont collectés en ligne par des donateurs privés. Comment ça s'est fait? C'est parce qu'ils ont ciblé, grâce aux données personnelles, ces donateurs. Ils sont même allés plus loin. Grâce aux données personnelles, ils ont pu faire basculer 29 000 votants indécis de l'Ohio en cherchant le bon paramètre et en utilisant l'intelligence artificielle. Les informations qui sont liées aux données personnelles sont diverses et variées et nous allons essayer aujourd'hui avec nos intervenants de traiter le sujet et de vous donner le maximum d'informations sur le sujet. Avec nous, bien entendu, des intervenants de qualité. Je souhaite la bienvenue à M. Omar Serrouchni. Bienvenue parmi nous, M. Serrouchni. Merci. Et merci à la Fondation Attijari. Ça fait plaisir. M. Omar Serrouchni a commencé sa carrière en 1988 en France dans le monde de la recherche avant de rejoindre des structures de conseil en organisation et système d'information, puis de créer son propre cabinet. Après avoir piloté plusieurs grands projets de transformation, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public en France et au Maroc, et de façon plus large en Europe, M. Omar Serrouchni a rejoint depuis 2010 en tant que membre la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, et depuis le 17 novembre 2018, il est devenu président de cette même commission. Donc aujourd'hui, avec nous, le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel au Maroc, M. Omar Serrouchni. Avec nous aussi, M. Zouhair Lahdissi. Alors, M. Zouhair Lahdissi, en bref, c'est un tech entrepreneur, consultant digital et business angel. Plus précisément, il est CEO de Dial Technologies, membre du board et du grand jury de l'initiative World Summit Award, VP Maroc Numérique Cluster, et membre du bureau de l'APB, la Fédération marocaine des technologies de l'information, de télécommunications et de l'offshoring. Marhaba, M. Zouhair Lahdissi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci à la Fondation. Avec nous aussi, Dr Tawhid Chtiwi. Dr Tawhid Chtiwi est professeur et expert international. Il a occupé des fonctions scientifiques et dirigeantes dans différentes écoles de commerce en France, notamment l'UM Lyon, où il a porté le développement et le pilotage des activités en Afrique pendant 3 ans avant d'être nommé président du directoire et directeur général du groupe. Aujourd'hui, il est président fondateur et dean d'Evancity, School for Technology, Business and Society, une école qui met l'intelligence artificielle au centre de ses activités. Et qui dit intelligence artificielle, dit données à caractère personnel. Bienvenue parmi nous, Monsieur Chtiwi. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Bonsoir. Alors, première question, parce que quand on parle de données personnelles ou données à caractère personnel, des fois les gens ils pensent au mail, numéro de téléphone, non. Mais dans cela, il y a beaucoup plus que ça. Je pose ma question à M. Omar Serrouchni. Donc, quand vous traitez la donnée à caractère personnel, il s'agit de quoi précisément? Encore une fois, merci. Donc, lorsqu'on parle de données à caractère personnel, et je préfère cette appellation plutôt que données personnelles, parce que données personnelles, on assimile ça à un premier cercle, alors que données à caractère personnel, c'est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, la loi marocaine parle de données à caractère personnel. Donc,
une donnée à caractère personnel, comme le dit tout simplement la loi dans son article premier, c'est toute information de quelque nature qu'elle soit, et indépendamment de son support, c'est-à-dire c'est pas forcément que du digital, ça peut être le papier d'emballage utilisé par le marchand de pépites à la Médina, qui, au lieu d'être un papier normal, va utiliser des listings de l'administration qui, au lieu d'avoir été détruits, sont vendus au kilo. Donc, quelque nature que ce soit, et indépendamment de son support, y compris le son et l'image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Et une personne est considérée comme étant identifiable si elle peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à quelques éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Donc, c'est très large. C'est tout ce qui va permettre de connaître la personne, soit directement, soit par le biais de son comportement et ses comportements divers et variés. Très bien. Merci beaucoup pour cette clarification parce que très souvent, notre notion de la donnée à caractère personnel est beaucoup plus limitée que ça. On pense très souvent à la digitalisation, mais aussi les données qui sont chez les banques, qui sont chez l'employeur, comme vous avez dit, qui sont chez l'administration. Tout cela, ce sont des données à caractère personnel. Je vais essayer de dire données à caractère personnel. Si jamais je dis données personnelles, veuillez m'excuser. Ça veut dire données à caractère personnel. Alors, Zouhaïl Khdissi, en tant qu'entrepreneur, vous êtes justement un tech entrepreneur qui développe pas mal d'applications, notamment des applications qui sont dédiées au grand public et qui concernent des millions d'utilisateurs comme Weqaitna, par exemple. Aujourd'hui, comment la donnée d'entrée ou la donnée personnelle ou la donnée à caractère personnel est collectée, gérée et utilisée par des entreprises qui développent les applications? Tout d'abord, encore une fois, merci pour cette invitation et pour ce beau webinaire. Alors, avant peut-être de parler de données à caractère personnel et comment elles sont traitées, je voulais juste situer un peu le contexte dans le domaine digital. Le digital a été, on va dire, porté par un certain nombre de technologies, d'usages qui font aujourd'hui la réussite qu'il a atteint aujourd'hui. Et parmi ces technologies et ces usages, il y a effectivement les réseaux sociaux, le mobile, donc les applications mobiles. Il y a de plus en plus maintenant des sujets comme des technologies comme le big data et l'intelligence artificielle. Et dans ces technologies et ces usages, il y a fondamentalement un élément qui est, on va dire, constructif de ces technologies et de ces usages, c'est l'élément du partage et de l'utilisation de la donnée comme élément fondamental ou comme moteur fondamental de ces technologies et de ces transformations. Donc, quand on parle de transformation digitale, je rappelle que de manière globale, c'est basé sur 3 grands leviers. Le premier levier, c'est la centricité du consommateur, customer centricity. Le data-driven, donc le fait que tout projet, toute transformation digitale, elle est drivée par la data, et le fait que c'est porté par des mécanismes agiles et collaboratifs. Donc la data est au centre de toute transformation digitale et donc de toute solution, service et pratique et usage digital. Donc, pour revenir aux applications de manière générale, donc aujourd'hui, bien sûr, comme j'ai dit, les applications, si je prends par exemple les applications mobiles, automatiquement, une application mobile, elle a accès, de par le fait qu'elle est utilisée dans le mobile, elle a accès à un certain nombre de données personnelles de l'usager. Le téléphone étant un outil personnel, il comprend un certain nombre de données qui permettent justement, en revenant à ce que disait Omar, un certain nombre d'éléments d'identification, donc le numéro de téléphone, la position. Parfois, des applications peuvent demander aussi un certain nombre d'informations complémentaires. Donc, ça peut être des informations des formulaires pour avoir plus d'informations sur la personne, son profil, etc.
Alors, l'usage de ces données, après, il varie selon les développeurs d'applications et les concepteurs. Donc, on a les cas où on n'a pas besoin, donc il y a des applications qui n'ont pas besoin forcément de beaucoup de données en entrée. Il y a des applications qui ont besoin d'énormément de données pour qu'elles puissent fonctionner, etc. Donc, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'enjeu du traitement de la donnée, il y a des questions qui sont des questions fonctionnelles et des questions, on va dire, d'ordre plutôt marketing et fonctionnel. Et il y a des questions qui sont d'ordre technologique et de sécurité. Donc, il y a d'abord le fait qu'il faut demander le minimum d'informations possible. Ça, c'est sur le plan fonctionnel et de l'usage, c'est plus adapté de ne pas demander l'information que quand on a besoin de l'avoir. Et le deuxième élément, c'est comment on peut sécuriser une fois cette information est demandée et renseignée et stockée, comment on peut sécuriser la manière avec laquelle cette information est traitée, transmise, communiquée, etc., justement pour garantir la sécurité de ces données et de ces éléments. Donc, voilà un peu les enjeux qui peuvent se poser. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, si je prends le cas du Maroc, on fait partie, on va dire, on est en train de suivre les standards européens en termes de protection des données, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan technologique. Donc ça, c'est un fait. Donc après, les conséquences de ce fait sont diverses et variées, mais disons qu'aujourd'hui, on a une loi qui a d'abord été, on va dire, basée sur les recommandations dans un certain nombre de pays. Dernièrement, il y a eu une nouvelle loi européenne qui a été mise en place il y a quelques années, et le Maroc est en train aussi aujourd'hui de se conformer à ce type de loi. Si Zouhair, toute la question qui est relative justement aux lois, à la protection, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais vraiment qu'on fasse le tour de la question de la donnée à caractère personnel, son utilisation, sa gestion, les enjeux qui sont liés à l'utilisation, puis après on traitera la question des lois et de la protection. Et toujours dans la donnée justement à caractère personnel, aujourd'hui c'est devenu une mine d'or, surtout avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui l'intelligence artificielle et les algorithmes ne peuvent exister que parce qu'il y a de la data. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs métiers qui ont vu le jour, comme le data mining, data architecture, etc., etc. Donc, docteur Tawhid Chtiwi, par rapport à l'intelligence artificielle et l'utilisation des données à caractère personnel, quels sont les différents business models aujourd'hui liés à l'intelligence artificielle qui rendent la donnée à caractère personnel une mine d'or? Les données à caractère personnel est une partie de cette masse de données qui nous entoure aujourd'hui. Et c'est vrai que si le débat est assez riche autour des données et qu'on s'intéresse beaucoup à cela aujourd'hui, c'est parce que l'humanité a développé énormément de données sur les dernières années et elle va continuer à en développer. L'humanité a produit autant de données depuis sa création que sur les 2 dernières années. Et on va multiplier le volume de données tous les 2 ans dans le monde. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a une masse de données qui est générée, qui est assez conséquente et qui en fait aujourd'hui une richesse assez importante et puis une matière première assez intéressante, parce qu'on parle de l'or noir, c'est l'équivalent du pétrole aujourd'hui, la data ou des céréales ou des métaux précieux ou du phosphate, parce qu'elles ont une valeur. Il y a même aujourd'hui des gens ou des sociétés qui se sont spécialisées dans le courtage des données, ce qu'on appelle des data brokers, parce que ces données-là, derrière lesquelles on a plein d'enjeux, dont des enjeux économiques assez importants. Le marché des données dans le monde, c'est à peu près 200 milliards d'euros aujourd'hui. Et on estime que d'ici 2025, on va passer à 500 milliards d'euros, ce qui est considérable. Il y a très, très peu de domaines dans le monde qui vont évoluer autant. Pourquoi? Parce que autant les matières premières classiques, quand on les utilise, comme le pétrole, on les appauvrit. On le sait, ça. Quand on utilise les données, au contraire, on va les enrichir. Plus on utilise une donnée, plus on l'enrichit. Et c'est ce qui fait effectivement la capacité de cette puissance autour des données de se développer et de générer un certain nombre d'opportunités. Et c'est pour ça que même si on parle de tous les effets négatifs ou de tous les enjeux éthiques et sociétaux qu'il y a derrière les données, notamment les données à caractère personnel, il y a aussi des enjeux en matière d'innovation. Et on sait que les entreprises de demain qui vont pouvoir s'appuyer sur ces données-là pour pouvoir améliorer leur processus, leur offre produit service, la relation client, c'est des entreprises qui vont créer une valeur ajoutée beaucoup plus importante par rapport aux autres entreprises. L'utilisation de ces données-là passe par des outils assez classiques comme on les connaissait jusqu'ici, mais le développement de l'intelligence artificielle permet aussi d'exploiter ces données d'une façon très très rapide, d'exploiter ces données-là d'une façon apprenante et remplacer l'humain sur un certain nombre de prises de décision.
pour l'accompagner à gérer cette puissance et cette multiplicité et cette complexité des données qu'on a à notre disposition. Pourquoi il y a autant de données aujourd'hui? Évidemment, c'est la démocratisation des smartphones, c'est la démocratisation d'Internet, des réseaux sociaux qui génèrent aussi beaucoup de données. C'est aussi les objets connectés. On parle beaucoup du marché des objets connectés. On estime que d'ici 3 ans, on sera entouré par à peu près 10 milliards d'objets connectés dans le monde. Chacun d'entre nous aura 5-10 objets connectés dans son quotidien, son vélo, sa voiture, sa montre. Et la valeur des objets connectés, ce n'est pas dans l'objet, c'est dans les données qu'elles génèrent. Et toutes ces données-là qui sont générées, parce qu'on sait à quel moment vous allez pouvoir manger, vous allez partir à la salle de sport, vous allez être en repos ou vous allez être en activité. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur des données-là pour améliorer la capacité économique d'un certain nombre d'entreprises qui vont pouvoir cibler leurs clients, qui vont pouvoir leur proposer le bon produit au bon moment, qui vont pouvoir effectivement leur proposer quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on était dans une logique de massification et de ciblage qui était par segment, alors qu'aujourd'hui, grâce aux données, on est capable d'aller personnaliser la relation avec son client et donc du coup d'avoir une capacité, une compétitivité beaucoup plus importante. Donc, effectivement, c'est un levier de croissance assez important et c'est un aspect stratégique que toutes les entreprises considèrent. On sait que si on n'est pas capable d'utiliser ces données, évidemment, on peut passer à côté de cette compétitivité et cette capacité de se développer. Donc, il faut qu'on pense à cet aspect, évidemment, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, du respect des données à caractère personnel et comment on peut évidemment protéger ou prendre en considération les enjeux éthiques aussi, parce que derrière la technologie, on a parlé de l'enjeu technologique, la data, l'intelligence artificielle, les métiers qu'il y a derrière, que ça génère. C'est vrai que c'est des métiers qui sont très, très demandés aujourd'hui et sur lesquels il y a des perspectives d'employabilité assez intéressantes. Il y a un enjeu économique important, il ne faut pas qu'on l'oublie. Nos entreprises doivent pouvoir comprendre les enjeux qu'il y a derrière les données. Et ce n'est plus que les grandes entreprises. C'est les PME qui sont aussi concernées. Et elles doivent penser aujourd'hui sur l'utilisation de ces données-là et sur leur capacité de pouvoir se développer grâce à ça. Et puis, évidemment, il y a un enjeu éthique assez important qu'il faut considérer. Exact. En fait, on entend très bien effectivement tous les avantages que cela présente, les enjeux, ça nous rend la vie facile, les modèles sont intéressants, etc. Maintenant, justement, il y a tous ces avantages-là, mais il y a aussi à côté les risques, et c'est pour ça qu'on va parler de la protection des données à caractère personnel. Et là, je pose la question à M. Sralouchny de la CNDP. Aujourd'hui, quelle est la raison d'être de la CNDP et qu'est-ce que vous faites en matière de réglementation, de loi, de protection de données à caractère personnel au Maroc? Monsieur Sralouchny, il faut mettre le micro. Voilà. Donc, en fait, la question de la protection est une question d'équilibre. Et il serait pas judicieux de percevoir la protection comme étant de façon unique la protection du citoyen et pas autre chose. Je m'explique. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la situation pandémique dans laquelle nous sommes, beaucoup de choses se passent autour de la donnée de la santé, mais également au niveau de la donnée de la mobilité et de la donnée du positionnement des uns et des autres. Si on dit qu'on privilégie la protection des données, on passe à côté de l'essentiel, en l'occurrence la gestion du risque sanitaire d'un côté et les efforts pour assurer le maintien de la vie économique de l'autre. Donc, on est obligé de traiter la protection des données dans un contexte d'équilibre en faisant une analyse multicritère sur différents objectifs à optimiser. Là, si je simplifie de la manière la plus classique, c'est la gestion, c'est un triangle avec 3 sommets, la gestion du risque sanitaire, le maintien de la vie économique et le maintien des droits. Et dans le cadre des droits, la protection des données est un sous-ensemble, c'est un droit particulier, ce n'est pas le seul. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Par ailleurs, il faut considérer que le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas commencer à travailler en disant, donc en fait, le risque que l'on peut avoir au niveau de la vie privée est un risque qu'il faut évaluer. On pose nos risques dans le cadre d'une analyse de risque et on regarde c'est quoi le risque induit, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en face
qu'est-ce qui reste, c'est quoi le risque résiduel, et à la fin, on a un bilan, et il faudra apprendre, comme on apprend à vivre avec la pandémie, apprendre à vivre avec ce risque-là, parce que les technologies sont de plus en plus, on pourrait dire, intrusives, les usages sont de plus en plus particuliers, et donc on va arriver avec des risques de 2%, 3%, 5% à évaluer, et que peut-être dans certains contextes durs, il faudra accepter le risque à 12% parce qu'on est dans ce contexte. Donc, tout cela pour dire que la protection, c'est une question d'équilibre. L'équilibre à rechercher va être différent selon les sociétés et les maturités de logique participative et de démocratie qu'il peut y avoir dans ces sociétés. Si Zoé évoquait tout à l'heure le fait qu'au Maroc, on allait vers la réglementation européenne, en fait, on y va de façon pragmatique, mais pas aveugle. Je disais que la protection des données, c'est une question d'équilibre. Avoir un équilibre en Chine, c'est pas le même équilibre qu'on va avoir en Europe, c'est pas le même qu'on va avoir aux États-Unis, c'est pas le même qu'on va avoir dans chacune des régions du monde, Russie, Afrique, etc. Donc la question à poser est quelle est la nature de l'équilibre que l'on souhaite avoir en adéquation avec notre société. Et c'est après qu'on décline. Mais quand on fait ça, il faut considérer que, comme le disait si Tawhid, la dimension apport de ces choses-là, la dimension apport économique est fondamentale. Et il ne s'agit pas d'être dans une situation où la protection des données freine l'innovation, d'un côté, freine l'investissement, ou se trouve comme un espèce d'alibi malsain pour protéger la fraude. Et donc, ce contexte-là, il faut le prendre en considération. Il faut savoir qu'au niveau de la loi marocaine, nous sommes en refonte. Nous allons vers les principes et les standards internationaux, mais nous sommes très attentifs à ce que ces principes ne nous enferment pas dans une situation économique qui peut risquer d'être coûteuse. Et donc, c'est ces équilibres-là et ces différents éléments que nous sommes en train de travailler. Et donc, pour simplifier, on peut dire qu'il y a au moins deux facettes. J'utilise, au risque de radoter, cette image de Janus, Dieu des portes. Janus, d'où vient le mois de janvier, mois qui a un visage vers l'année passée et un visage vers l'année à venir. Et donc, on a une figure de Janus avec d'un côté la protection du citoyen au sein de l'écosystème numérique et de l'autre, le développement en fait des nouvelles économies digitales pour mieux insérer le Maroc au sein de la chaîne de valeur internationale dans le monde du digital. Très bien. Mais ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, la question de la protection des données à caractère personnel est un sujet assez complexe parce que justement, il y a un équilibre à rechercher. Mais c'est encore même plus complexe parce que moi, en tant que consommateur, du fait que mes données à caractère personnel sont utilisées dans le monde entier en fonction de ce que je consomme comme service, la protection de mes données dépendra des pays et dépendra des différents équilibres de chaque pays. C'est bien cela. En fait, nous sommes aujourd'hui en train de voir évoluer de nouveaux équilibres géopolitiques. C'est pas terminé, on n'est pas dans une situation statique. Vous le voyez bien, le débat qu'il peut y avoir entre les Européens et les GAFA ou entre les Européens et les États-Unis, le positionnement de la Chine qui travaille autrement, celui de l'Inde, celui de la Russie. On est en train d'observer une recomposition des équilibres géopolitiques au travers de la valorisation et de la maîtrise de la donnée. Donc, vous pouvez effectivement considérer que vos données sont utilisées ici et là, mais c'est comme l'Internet gratuit. Est-ce que ça va durer longtemps ou est-ce qu'on va aller vers un autre type de business model?
Très bien. Et la loi, elle est en cours de refonte. C'est prévu pour quand qu'il y ait un règlement définitif? On y travaille, on est en retard par rapport au délai qu'on espérait, mais on y travaille parce que justement, il faut qu'elle traduise une réflexion complète et équilibrée. Elle ne pourra pas définir, on n'a pas le droit de définir une vision statique de la loi. Il faut qu'on y insuffle, il faut qu'on y insère les éléments évolutifs qui vont permettre à la réglementation d'évoluer de la façon la plus naturelle possible sans être en décalage par rapport à la pression économique. Très bien. Et la difficulté, effectivement, c'est que comme la technologie se développe rapidement, vous devez faire les choses tout en continuant justement Tout à fait. suivre le développement technologique. Sachant qu'on ne réglementera jamais, si vous permettez, la technologie et qu'on va plutôt s'intéresser aux usages en tant que tels. Mais on n'ira jamais réglementer la technologie. Très bien. Alors, si Zouhair, vous avez déjà commencé tout à l'heure la question de la protection des données à caractère personnel. Donc, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, cette protection, qu'est-ce qu'elle vous met comme limitation, comme contrainte, ou peut-être qu'est-ce qu'elle vous donne comme avantage, que ce soit au niveau du Maroc ou que ce soit le RGPD dont vous avez parlé tout à l'heure et qui vient de l'Europe? Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enjeux pour le pays. Il faut savoir que les pays qui vont maîtriser la donnée, qui vont maîtriser l'intelligence artificielle, vont dominer le monde. De la même façon que les sociétés aujourd'hui qui maîtrisent la donnée, qui ont le plus de données et qui ont le plus d'algorithmes, c'est ceux qui aujourd'hui maîtrisent le monde du digital. Donc l'enjeu, il est énorme. Et je pense que aujourd'hui, la position très sage qui est celle du Maroc, en tout cas telle que exprimée par Omar, est une position qui est très équilibrée, dans le sens où on ne pense pas qu'aux risques, mais on pense aussi aux opportunités que peut créer ce marché de la donnée. Quand on parle de technologie, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre, est-ce que c'est bon pour le son maintenant ou pas? Très bien. Donc, quand on parle de technologie aujourd'hui, il faut savoir que le téléphone qu'on a dans nos poches aujourd'hui, il a plus de capacité. On vous a perdu. Si Tauhid et si Omar, vous m'entendez? Juste pour vérifier que la connexion, est-ce qu'elle est chez moi ou... Donc, on a perdu... J'entends bien. Que les systèmes qui ont envoyé le premier homme dans la Lune. Zouhair, il y a un problème de connexion. Donc, on vous perd, ça va et ça vient. Donc, à peine vous commencez la réponse et ça repart. Je vous laisse peut-être vous reconnecter et je passe à M. Tawhid Chtiwi sur la même question, juste le temps que Sil Khidissi revient. Allô? Oui, Zouhair. Je ne sais pas. En fait, ça coupe. Si possible, peut-être juste reconnecter. Oui. Je vais passer à M. Chtiwi, lui poser la question le temps que ça... Alors, si je dis oui, donc en fait, vous avez créé une école qui traite de l'intelligence artificielle et son nom, c'est For Technology, Business and Society. Et j'ai vu que vous parlez pas mal d'éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pourquoi ce choix-là et comment l'éthique aujourd'hui, au-delà des lois et des réglementations, pourra nous permettre d'avoir de la protection des données à caractère personnel? Si c'est le cas déjà, si l'éthique concerne ça ou pas et comment elle peut le faire. Bien sûr, bon, derrière toute technologie, il y a des enjeux, mais le problème n'est pas la technologie, c'est la façon avec laquelle on l'utilise, et pas que la façon avec laquelle on l'utilise, parce qu'évidemment, il y a des réglementations, il y a des valeurs, il y a des principes, mais aussi la façon avec laquelle on va la concevoir. Et nous, on est persuadés que la question des données, la question de l'intelligence artificielle est d'abord une question de société, et il faut aussi, en parallèle avec le développement de la technologie, il faut aussi permettre à ceux qui vont concevoir les systèmes d'intelligence artificielle de demain de pouvoir effectivement prendre en considération les enjeux législatifs, mais aussi les enjeux éthiques par rapport au respect de la vie privée, par rapport à la neutralité de la donnée, par rapport à un certain nombre de biais qui peuvent être générés par les données du passé. Pourquoi aujourd'hui les données à caractère personnel posent problème? Il y a trois raisons ou trois cas différents qui font que ça peut poser problème. Le premier cas, c'est l'utilisation de ces données-là. On sait que l'utilisation des données, elle doit être limitée dans le temps, elle doit donner lieu à une certaine anonymisation. Quand on utilise les données pour des besoins, comme on l'a cité tout à l'heure, Omar, par rapport à l'utilisation qu'on a eue pendant la période du Covid, ou par rapport à la recherche scientifique, ou par rapport à des besoins statistiques, on est censé la rendre anonyme. Sauf que le problème, avec les données massives, on peut réidentifier la donnée.
on est en capacité de réidentifier. Et donc, ça peut générer un certain nombre de problèmes. On peut tout à fait, par exemple, empêcher, rejeter quelqu'un à l'embauche parce qu'on a su l'identifier sur les réseaux sociaux et du coup avoir ses données personnelles. On peut augmenter le tarif d'une assurance parce qu'on a identifié la personne et qu'on sait que c'est une personne à risque. Donc c'est ça le problème, c'est qu'avec cette énorme masse de données, on est capable de réidentifier. L'utilisation des données pose aussi problème lorsqu'il y a des systèmes d'intelligence artificielle derrière qui la traitent et qui, effectivement, en se basant sur des données du passé qui peuvent être biaisées, peuvent donner lieu à certaines discriminations. Aujourd'hui, les premiers systèmes d'IA qui ont été créés pour faire une sélection des CV ou des systèmes d'embauche, si on est une femme noire, on n'a aucune chance de passer parce que tout simplement, on ne fait que reproduire les données du passé et on ne prend pas en considération cette question de diversité qui est importante pour la société d'aujourd'hui et de demain. Deuxième question, c'est la question de l'utilisation dans un cadre économique. Lorsqu'on utilise la donnée, certaines entreprises génèrent du business derrière. C'est le business model de Facebook, de Google, etc. C'est l'utilisation des données personnelles pour pouvoir proposer ou cibler des publicités sur la base effectivement de l'âge, de la localisation géographique, des centres d'intérêt, etc., etc. Et donc là, on se pose la question, si on fait du business avec nos données, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a autorisé ça? Et est-ce qu'il ne faut pas monétiser ça? Certaines entreprises… C'est-à-dire en tant que consommateur, vendre ses propres données au lieu de… D'accord. Oui, aujourd'hui, ça se développe, même si c'est discutable, parce que moi, je considère que la donnée, c'est comme, c'est un marché controversé, parce que la donnée, c'est comme si c'est une partie de nous. Donc, est-ce qu'il faut la monétiser? Est-ce qu'il faut la vendre? Aller jusque-là? Donc, c'est une question controversée déjà, mais en tout cas, elle se pose aujourd'hui en disant, à partir du moment où on génère des activités à partir de nos données personnelles, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le business model et la répartition des richesses qui est générée derrière? Et puis, il y a une question, troisième question, qui est la cession et la vente des données. Parfois, on donne nos données pour acheter un billet de train, mais finalement, ces données-là sont réutilisées ou sont revendues ou sont effectivement utilisées à des finalités qui n'étaient pas les finalités initiales. Et là, effectivement, comment on protège, comment on réglemente tout ça et comment on permet à l'utilisateur de savoir dans quel cadre ces données personnelles seront utilisées. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Et si on ne met pas en place, on peut mettre en place des réglementations, il y en a, mais il faut mettre en place aussi, que ce soit dans l'enseignement ou dans la culture qu'on va donner aux jeunes et puis aux managers et aux entreprises, une culture de respect d'un certain nombre de principes et de valeurs, d'éthique qui vont rendre cette utilisation de données plutôt utile pour la société. Mais cela justement dans le cadre de la formation et de la sensibilisation, mais est-ce qu'il y a moyen de mettre des conseils internationaux d'éthique ou des organisations justement pour pouvoir gérer l'éthique autour de la question? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça pourrait être une solution ou est-ce que c'est d'utopie? Bien sûr, il y a plein de solutions. Il y a les solutions, il y a un certain nombre de standards qui sont développés par un certain nombre d'organismes à l'échelle internationale pour définir les grandes règles d'éthique à respecter lorsqu'on développe un système d'intelligence artificielle. Il y a des réglementations qui sont adaptées à chaque pays, à chaque contexte. Mais il y a aussi l'enseignement. On doit prendre aussi sa part de responsabilité. C'est en formant des gens qui sont sensibilisés, qui sont nourris par ces questions d'éthique et de valeurs et qui vont conditionner les systèmes d'intelligence artificielle et l'usage de données de demain, qu'on permettra aussi à une société de se développer, tout en permettant à la technologie de continuer à se développer, mais pour une société durable et en respectant les valeurs humaines. Très bien, merci beaucoup. Donc, on revient à M. El-Khedissi, qui est de retour avec une bonne connexion. Donc, c'est très bien. Alors, vous dites ce que vous avez à dire très vite avant que ça se déconnecte. Non, je pense que… Ok. En tout cas, moi, je pense, je rejoins beaucoup de points qui ont été évoqués par Turki. Je pense que globalement, il faut comprendre que la question de la protection est une question de modèle de société. D'ailleurs, on va voir différents modèles. Si on prend les pays asiatiques, ils ne sont pas sur exactement la même ligne que les pays européens ni que les États-Unis. Et quand je parle de modèle, là, je ne parle même pas de protection de données, je parle de la manière avec laquelle on interagit avec la technologie dans l'absolu. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on lance une application en Chine ou en Corée, la manière avec laquelle elle est accueillie et les questions qui sont posées quand la technologie ou la solution ou le service est proposé n'est pas le même que si on est dans un pays européen, et n'est pas le même si on est aux États-Unis. Et ça nous ramène à la question, en tout cas pour notre pays, de quel modèle on cherche à construire. D'ailleurs, la question n'est pas posée que pour la technologie, elle a été posée dans le contexte du Covid. On a vu qu'il y a des pays qui ont pu faire en sorte que le respect, par exemple, d'un certain nombre d'actes, comme le port du masque, la distanciation a été fait de manière plus facile.
Et dans d'autres pays, c'est vraiment compliqué parce que le droit et l'individualité est plus importante dans la société que le collectif. Donc ça, c'est une vraie question. Quel est notre degré de, on va dire, d'équilibre entre l'individuel et le collectif est une vraie question de société qu'il faut qu'on tranche. Et cette question, elle va avoir son pendant sur la question des données. Alors, juste, encore une fois, pour compléter la réflexion, je pense qu'il y a un certain nombre de points qui ont été déjà évoqués, mais juste pour enrichir le débat, je pense qu'il y a aussi un élément qui est très important, c'est que aujourd'hui, à chaque fois quand on parle de données au Maroc, c'est vrai que on ne se pose pas la question, et tu l'as évoqué tout à l'heure, Houda, par rapport à quelle est la part de la donnée qui appartient aux acteurs marocains. Aujourd'hui, 99% de la donnée qui est produite au Maroc, elle appartient à des sociétés qui ne sont pas basées au Maroc, qui n'ont aucun lien avec le Maroc. Donc ça pose une vraie problématique de comment gérer cet élément complexe. C'est Omar, il en a parlé parce que c'est vrai que ça ne peut se résoudre que dans un cadre régional, que dans un cadre de lobby régional, et ça ne peut pas se résoudre à l'échelle nationale d'un pays. Même l'Europe aujourd'hui, elle a des soucis à traiter ce type de sujet avec les GAFA parce que c'est des enjeux qui pèsent des milliards de dollars, qui ont un impact énorme sur le modèle de revenus des GAFA et qui peut avoir aussi un impact énorme sur les citoyens au niveau de l'Europe. Donc, il faut vraiment penser à ça de cette façon. Alors, pour les entreprises marocaines, encore une fois, moi, je pense que d'abord, on a un enjeu, c'est de comment mettre en place des services qui permettent de rapatrier de la donnée ou de construire de la donnée locale. Je pense qu'on a vraiment d'abord un enjeu aujourd'hui. En fait, c'est comme dans la question de la richesse. La richesse, ça ne sert à rien de la distribuer si on n'en a pas. Aujourd'hui, on veut bien au Maroc être communiste, on veut distribuer toutes les richesses du pays, tout le monde va être pauvre. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est une question d'abord de création de richesse avant qu'on parle de question de distribution ou de rôle ou de modèle de revenus associés à cette richesse. Mais je pense que le vrai enjeu aujourd'hui au Maroc, c'est d'abord de créer des données. Juste pour prendre un exemple, aujourd'hui, on est en train de faire de la visio sur Zoom. Les données aujourd'hui qui sont collectées, c'est une des raisons pour laquelle je change le fond d'écran. Les données qui sont collectées, elles appartiennent à Zoom et on ne sait pas quel usage va en être fait demain. Ça va alimenter quel algorithme, ça va être utilisé dans quel contexte, etc., etc. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, à mon sens, d'abord au Maroc, de se dire comment on peut encourager les acteurs à créer de la donnée, à mutualiser aussi de la donnée. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Si je prends le secteur bancaire, on est aujourd'hui invité au niveau de la Fondation Tijari Banque. Aujourd'hui, par exemple, pour mieux cibler ses clients, une banque peut être amenée, et je sais qu'il y a des acteurs qui ont commencé à réfléchir à ça, à mutualiser ou à construire des socles de données communs avec d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des concurrents. Bien sûr, d'une manière anonymisée, tout en protégeant la donnée privée, mais avec une logique où ça permettrait de mieux servir les clients, de mieux répondre à leurs besoins et peut-être à développer beaucoup plus de synergies sur le marché local. Donc, voilà, moi, ma position, c'est de dire aujourd'hui, il y a d'abord un enjeu de création de données et de concentration de données. Je vais juste faire un petit rappel. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé une initiative pour dire comment on peut rapatrier l'industrie pour des produits qui peuvent être produits au Maroc, comment on peut rapatrier. Je pense qu'il faut qu'on se pose la même question par rapport à la donnée. Comment on peut faire en sorte demain que des solutions, je prends le cas de la visio parce qu'il y a aujourd'hui des solutions open source qui sont très performantes qu'on peut réutiliser au Maroc et brander marocain, dans la messagerie aussi, etc. Bien sûr, on ne va pas inventer notre propre Internet, mais sur certains sujets, on est capable, à mon sens, sans être, on va dire, rêveur ni idéaliste, de rapatrier une partie de la donnée et de commencer à construire des socles sur lesquels éventuellement des acteurs privés peuvent construire de la connaissance, de l'intelligence et demain peut-être de la richesse économique. Et qui peuvent aussi peut-être constituer un levier de négociation par rapport à certaines questions économiques ou politiques. Toujours dans le cadre de la protection de la donnée à caractère personnel, Monsieur Serlouchni, aujourd'hui, moi, en tant que consommatrice marocaine, si je voudrais demander à un organisme qui utilise mes données à caractère personnel de me les renvoyer ou de les détruire ou de ne plus les utiliser, y a-t-il quelque chose dans la loi qui me permet de faire ça? Oui, dans la loi, vous avez la possibilité de le faire sous certaines conditions, mais qu'on trouve dans tous les standards internationaux. C'est qu'il faut le formaliser de façon claire et il ne faut pas que ça ait un impact sur d'autres personnes. Je donne un exemple.
quelqu'un, un parent d'élève ou qui a un dossier de ses enfants dans un établissement scolaire, s'il retire ses données propres, ça peut avoir une incidence sur la gestion du dossier de son enfant. Et donc là, il faut réfléchir, il faut apprécier. Donc en résumé, les mécanismes existent, mais ce n'est pas comme une gomme qu'on va utiliser sans réfléchir. Il faut penser l'impact que ça peut avoir au sein de chaque écosystème. D'accord, très bien. Si je dis oui, en Europe, on a entendu parler du RGPD dernièrement assez souvent. D'ailleurs, même du Maroc, quand on utilise des sites qui sont basés en Europe, on nous fait cliquer sur un bouton oui, on accepte des réglementations qu'on ne lit pas parce qu'elles sont petites et des conditions qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, le RGPD est bien installé en Europe. En revanche, la question se pose par rapport aux géants américains, donc Google et Facebook, qui aujourd'hui sur le territoire européen ne respectent pas forcément ce RGPD. Alors comment ça se passe et est-ce que ça a vraiment du sens de l'avoir avec la présence internationale des géants, sachant que 99% elle va chez Facebook et Google, et quels sont les avantages? Oui, enfin, c'est la question aujourd'hui d'Internet d'une façon générale, et c'est qu'elle est mondialisée, c'est qu'elle n'est pas territorialisée et qu'on a du mal à identifier, en tout cas, un territoire bien particulier, parce que les usagers sont un peu partout dans le monde. Évidemment, il y a une réglementation qui se développe beaucoup en Europe et qui impose aux entreprises, en tout cas toutes les entreprises qui sont installées ou qui ont une activité en France ou en Europe, de pouvoir de respecter un certain nombre de règles. Je pense que les acteurs ont de toute façon tout intérêt à respecter ces règles-là parce qu'il y a une conscience collective qui se développe autour de ces sujets-là. Autant quand on ne savait pas, quand les gens effectivement n'étaient pas conscients de tout ceci, bon, voilà, il peut y avoir des dérives. Aujourd'hui, l'opinion publique et je pense à force d'en parler dans les médias, on en parle aujourd'hui, sont sensibilisés à ces questions-là et ils savent qu'il peut y avoir, au-delà de la réglementation, qui peut être dissuasive ou effectivement qui peut être mettre en place un certain nombre de sanctions, il y a aussi l'image d'un certain nombre d'entreprises qui peuvent être touchées parce que, et on l'a vu à travers un certain nombre de scandales, que certaines entreprises ont perdu, Facebook a perdu énormément suite à un certain nombre de scandales de valeurs boursières. Donc, elles font attention à cela, elles savent que c'est quelque chose de très, très important et qu'il va falloir effectivement assurer un certain nombre ou rassurer les internautes au-delà de la réglementation sur l'utilisation des données personnelles. Et on le voit bien, hein, on voit bien cette évolution aujourd'hui. Après, il y a toujours des dérives. Après, il faudra aussi que lorsqu'on clique ou lorsqu'on accepte de donner ces données, effectivement, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va en faire derrière, quelle utilisation il peut y avoir derrière, quels sont les impacts qu'il peut y avoir derrière, ce qui n'est pas si évident pour un internaute qui arrive sur un site web, qui accepte, comme d'ailleurs on accepte les conditions générales d'un certain nombre d'acteurs, de réseaux sociaux ou même pour acheter un produit. Donc, ce n'est pas si évident, mais je pense qu'il faut intégrer ça dans la culture, dans l'éducation dès le début, au plus jeune âge, parce qu'on voit bien aussi certains jeunes qui ne sont pas sensibilisés à toutes les données et toutes les traces qu'ils peuvent laisser et qui sont des traces voilà, qu'on ne peut pas supprimer parce qu'ils sont sur le web et le web aujourd'hui il est incontrôlable. Donc il faudra effectivement qu'on les sensibilise dès le plus jeune âge sur la trace qu'ils peuvent laisser et sur l'impact que ça pourrait avoir sur leur carrière professionnelle et sur leur vie. Aujourd'hui, on voit, il y a un grand débat en Europe sur la haine et ce qu'elle peut générer sur les réseaux sociaux et derrière, évidemment, l'impact que ça peut avoir sur les gens. Donc là aussi, effectivement, la technologie peut jouer un rôle positif si on essaie d'intégrer, en tout cas, ces enseignements éthiques et qu'on ne considère pas la question uniquement comme une question technologique. La question des données et la question de l'intelligence artificielle n'est pas qu'une question technologique, c'est une question sociétale. C'est très important d'intégrer ça dans les enseignements et dans la façon avec laquelle on présente la technologie aussi aux jeunes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, par l'intégration, pas seulement de la législation, mais aussi de ces valeurs d'éthique, de pouvoir effectivement avoir un système d'intelligence artificielle de confiance et de responsabilité. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Nous avons parlé justement de l'enjeu de la donnée à caractère personnel, son importance aujourd'hui, le fait que ça devienne vraiment une mine d'or. Après, quand on a parlé de la question de la protection, c'est vraiment, je m'attendais à voir peut-être
une idée plus claire sur la protection, que je sache exactement qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce que je risque. Mais je comprends que la question est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un équilibre à trouver qui dépend des sociétés, qui dépend des cultures, alors que notre donnée est exploitée et utilisée à l'échelle mondiale et internationale. Aujourd'hui, en fait, les gens, en fait, j'ai une question, je peux déjà démarrer par les questions, parce qu'il y a des questions très intéressantes qui nous reviennent, qui nous arrivent des internautes. J'ai une question ici qui dit, suite à tout ce qu'on a dit, alors, quels conseils pratiques et précautions prendre par monsieur et madame tout le monde pour éviter l'exploitation des données personnelles à leur insu? Donc, celui qui voudra répondre, oui, c'est Sralouchni. En fait, c'est une question, je dirais, entre guillemets, d'hygiène. Éviter que les données soient utilisées à son insu, c'est décider de quel type de données on accepte de communiquer, qui sont collectées, et s'assurer que l'entité qui les collecte est en conformité avec la loi. Lorsqu'on donne en conformité avec la loi. Sachant que la loi, elle est encore en refonte. Enfin, elle n'est pas forcément… Non. Il ne faut pas confondre. Je vous ai entendu parler tout à l'heure, il ne faut pas confondre les choses. Elle est en refonte, mais il y a une loi aujourd'hui. D'accord, très bien. D'accord, il y a une loi qui a 10 ans d'âge et donc qui est opérationnelle et opérationnelle aussi bien dans ces mécanismes de notification que dans ces mécanismes de sanction et de contrôle. Donc la loi est là. On essaye de l'inscrire dans le futur dans une dynamique qui fasse qu'on gère également la dimension économique et la dimension valeur ajoutée et d'autres éléments liés à l'écosystème du numérique, parce qu'il n'y a pas que la data, il y a d'autres mécanismes liés au mode d'apprentissage, aux modes comportementaux, etc. Mais aujourd'hui, il y a une loi. Et donc, quand vous acceptez de donner vos données, ça fait pléonasme de communiquer vos données à un responsable de traitement qui n'est pas conforme à la loi, bah, c'est comme si vous acceptiez de donner votre argent à quelqu'un qui n'est pas un établissement bancaire. Mais comment savoir s'il est oui ou non conforme à la loi? Bah, il est possible de lui demander son numéro d'autorisation ou de déclaration et en cas de doute, de demander à la CNDP la certification de ce numéro-là. Et donc, nous travaillons actuellement pour la mise en place d'un registre, la publication d'un registre national qui permettrait aux différents acteurs de se connecter directement et de savoir si un traitement est autorisé. Mais on ne peut pas à la fois accepter de donner les informations à un réseau social qui est dans une logique supranationale et après dire oh là là, je ne suis pas protégé, quoi. Donc, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. C'est bien de le mentionner. Sir d'ici, quels conseils pratiques, quelles précautions on peut justement donner à monsieur et madame tout le monde? Moi, je pense que bon, je ne vais pas ajouter répéter ce que dit Omar. Je pense que d'abord, il faut vérifier qui est l'acteur auquel on a affaire. Je pense que c'est important. Et ça, c'est des choses qui peuvent être vérifiables. Quand on installe une application mobile ou quand on entre sur un site, il y a des informations légales qui permettent de définir qui est l'interlocuteur. Est-ce qu'il a une autorisation auprès de la CNDP ou pas? Il y a aussi des conditions d'utilisation, des CGU qui doivent être normalement lus. Encore une fois, comme a dit Omar, si on ne lit pas, on ne peut pas demain dire pourquoi ça n'a pas été fait. Je pense qu'il y a vraiment un vrai danger aujourd'hui, surtout sur des réseaux sociaux de type TikTok, etc., sur lesquels il n'y a aucun contrôle. Moi, en tout cas, je pense qu'on doit avoir pour nos enfants, on doit se poser la question quand ils sont sur ces réseaux, parce que la réalité, c'est que ce qu'ils partagent, non seulement ils le partagent avec l'entreprise, mais ils le partagent avec d'autres utilisateurs. Et là, il peut y avoir des dangers. On a vu des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont été, on va dire, menacés. Y a-t-il des questions à donner peut-être aux parents sur ce volet-là? Moi, je pense, encore une fois, et ça, j'apprécie dans l'action de la CNDP, je pense qu'il y a tout un volet sensibilisation. Je pense que ce volet est en train d'être mis en place. Je pense qu'il faudra, encore une fois, inscrire ce sujet au cœur de nos sociétés. On a vu malheureusement dernièrement le décès du petit Adnan qui jouait avec un grand dans le cadre de plateformes de jeux.
et c'est très dangereux. Je veux dire, derrière, il peut y avoir un impact en termes de vie, en termes d'avenir pour nos enfants. Donc, je pense que c'est vraiment important de sensibiliser d'abord les parents, de sensibiliser les citoyens dans l'absolu par rapport à cette question. Je pense que nous, en tant que consommateurs, on doit être responsables de ce qu'on fait aussi, et je pense que ça fait partie du sens c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accepte des conditions, on signe des choses, on donne des informations, il faut qu'on soit responsable de ce qu'on donne. Il y a des informations qui peuvent être plus sensibles que d'autres. Les informations de type téléphone, localisation, parfois tout ce qui est données biométriques, donc photos, vidéos, données biométriques peuvent avoir un impact énorme parce que ce n'est pas des données anodines, c'est des données qui permettent une identification forte de la personne et donc ils peuvent avoir un impact fondamental. Maintenant, il y a aussi, je pense que pour compléter ces recommandations, comme j'ai dit, il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Je pense que les grands acteurs doivent aussi se mobiliser dans ce sens, les grands acteurs de l'industrie et du service au Maroc. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une sorte de logique de label aussi à mettre en place. Donc, il y a effectivement le listing des gens qui sont déclarés, mais il y a aussi une sorte de label de respect de données personnelles qui doit être d'une certaine manière attribué de manière annuelle pour mettre en avant les meilleures pratiques en termes de données personnelles, parce que je pense que c'est important que les gens prennent conscience de ce sujet et le traitent de manière beaucoup plus sérieuse que ce qu'on fait aujourd'hui, tous, quelque part. De manière globale. Pardon? Allô? Pour ce label, est-ce que vous pensez plutôt à un label national au niveau des sociétés marocaines ou vous imaginez qu'on peut même aller sur un label, qu'on peut labelliser même des organismes internationaux qui traitent de la donnée? Je pense que ça peut se faire même à l'échelle internationale. Maintenant, à l'échelle nationale, on peut même, d'une certaine manière, récompenser les meilleurs acteurs. C'est-à-dire, on peut dire aujourd'hui, de manière annuelle, tel organisme a été le plus respectueux en termes de traitement des données. Et c'est important parce que ça crée de l'émulation. Je pense que l'enjeu, c'est de ne pas faire que de la sanction, c'est de ne pas faire que de la réglementation, c'est aussi de créer une dynamique culturelle qui va dans le sens de la protection des données personnelles. Et ça passe par le citoyen et par les acteurs économiques. Et dans les deux cas, il faut des actions de sensibilisation. Monsieur Sarouchny, vous voudrez rebondir, je pense, sur la question. Oui, je voulais juste dire qu'il ne faut pas multiplier les référentiels. Parler de label sur le traitement, ce n'est ni plus ni moins que l'autorisation ou la déclaration qui est établie et qui certifie que le dossier a été instruit et que l'autorisation est effective. Par contre, dans ce que disait Cisoel, la dimension culturelle est fondamentale. On pense que la dimension culturelle va couvrir 80% des besoins et que la loi va gérer 20%. Et que l'image que je donne de façon très régulière, c'est que pour respecter le code de la route, on ne met pas un policier à chaque carrefour. Les gens, de façon culturelle, s'arrêtent de plus en plus au feu tricolore, respectent le piéton et la loi fonctionne à la marge. Et on doit arriver à des choses similaires. Très bien. Sichtiwi, par rapport… vous voulez rajouter quelque chose, Sichtiwi? Vous voulez rebondir sur la question? Par rapport à votre question sur les conseils, je pense que c'est important aussi d'expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que les données, ce n'est pas qu'un formulaire qu'on remplit sur un site web. Aujourd'hui, il y a une variété de données qui ne sont pas que des données écrites, qui sont des images, des vidéos qu'on peut laisser. Ça aussi, c'est des données importantes qu'on peut laisser qui concernent la personne. C'est aussi les données de navigation, ce qu'on appelle les cookies, ce que vous avez cité tout à l'heure. Et on sait à quel moment vous êtes connecté, sur quel site, ce que vous voulez chercher comme produit. Pourquoi pas? À partir du moment où je l'accepte et que je l'ai identifié, pourquoi pas? Mais c'est des données aussi, les assistants vocaux, les Siri, les Google Home, etc. Ça aussi, c'est des données qu'on peut laisser et qui ont leur importance. C'est aussi la reconnaissance faciale ou biométrique ou autre. Donc, il y a une multiplicité de données. Et l'avancée de la technologie aujourd'hui, l'intelligence artificielle, fait qu'on est capable d'exploiter toutes ces données-là. Et ce n'est pas que les données alphanumériques qui sont exploitables aujourd'hui par la technologie. Donc, il faut aussi sensibiliser les gens et leur faire comprendre qu'à partir du moment où ils laissent une trace, même par la géolocalisation ou autre, c'est aussi des données personnelles qui peuvent être exploitées. Encore une fois, après, à partir du moment où on les accepte, parce qu'il y a des sensibilités différentes, pourquoi pas, mais il faudra effectivement, par la culture, par l'explication, par l'éducation aussi, améliorer ces usages-là et les orienter vers le bon sens.
Très bien, merci beaucoup et c'est bien effectivement d'avoir cette conscience, cette prise de conscience parce que si à la fin de cette conférence, au moins les internautes se posent cette question, est-ce que je suis OK avec l'utilisation de mes données personnelles ou pas? Et en fonction de ça, ils pourront agir parce que je peux être finalement OK, ça me facilite la vie donc c'est pas grave, mais au moins si on l'est, qu'on le soit consciemment et qu'on le fasse à dessein et qu'on le sache. Merci beaucoup. Donc, j'ai reçu quelques questions justement des internautes que je vais commencer à partager avec vous. Alors, la première question, c'est comment des pays comme le Maroc, alors je pose la question, puis après je laisse les intervenants, celui qui se sent à l'aise et voudrait traiter la question, il peut y répondre directement. Donc, comment des pays comme le Maroc peuvent protéger leurs données sensibles, celles de leurs entreprises et de leurs concitoyens face aux cyberattaques, souvent le fait de puissance mondiale? Donc là, on n'est plus dans la donnée à caractère personnel chez le consommateur, mais les données sensibles au niveau de l'État. Allez-y, monsieur Serlouchny. En fait, la problématique qui est posée est une problématique de ce qu'on appelle la confiance numérique. La confiance numérique repose sur deux piliers. Un pilier qui est la sécurité juridique des données, et c'est le pilier dont se charge la CNDP, et un pilier qui va être la sécurité technique des données, et ça va être la DGSSI. Les deux peuvent être amenés à collaborer en synergie sur certains sujets. Donc, le comment se protéger, ça va être là également une question de conscience. Plus on aura de personnes formées, plus on aura d'ingénieurs, de spécialistes, de techniciens opérationnels sur le sujet, plus on aura une réglementation adéquate. Et aujourd'hui, une loi a été votée ces dernières semaines concernant la cybersécurité et elle est au bon niveau. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont faire qu'on va se protéger petit à petit. Et donc, il faut vraiment inscrire les choses dans une dynamique. Il ne faut pas que ce soit une dynamique de limace. Il faut faire vite. On n'a pas de temps à perdre. Et c'est dans cette dynamique-là que la protection se construira. Très bien. J'ai une question aussi, enfin, je pense pour vous, Monsieur le Khedissi, que pensez-vous de la réussite de la maîtrise de la pandémie du Covid-19 par la Chine grâce aux données personnelles dont l'État dispose en termes de tracking des citoyens chinois par tous les moyens technologiques comme la reconnaissance faciale, par exemple? Je pose la question à M. Khedissi quand vous étiez impliqué dans le développement de l'application Weqaitna. Donc, la question, c'est que pensez-vous de comment la Chine a traité la question par rapport au tracking des citoyens dans le traitement du Covid-19? C'est difficile de mettre la Chine comme modèle, mais malheureusement, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une réussite. Maintenant, je pense que là où il y a parfois des problèmes, c'est dans la priorisation des droits. Le citoyen a d'abord un certain nombre de droits et de devoirs, et je pense que cette priorisation est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit à la vie, le droit à la santé sont peut-être plus prioritaires que le droit à la donnée. Donc, moi, je peux comprendre que, bien sûr, quand il y a une relation de confiance qui est établie entre les citoyens et un État, qu'il y ait dans le cadre d'une épidémie, qu'il y ait un certain nombre de partages d'informations qui permettent de limiter une pandémie ou de contrôler on va dire une crise sanitaire de cette envergure. Maintenant, en revenant au Maroc, je pense que le Maroc a choisi, en fait, a fait un choix qui est plutôt un choix de limiter au maximum l'information, ou en tout cas la donnée personnelle qui est partagée, qui est pratiquement, on va dire, limitée au simple téléphone dans le cadre d'un projet comme celui de Weqaitna. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la question est une question, à mon sens, qui est posée quand on a en face des contraintes aussi importantes. Je pense que, et encore une fois, quand il y a une relation de confiance entre l'État d'un côté, les citoyens et les entreprises, je pense qu'il est possible, dans ce cas, d'envisager des solutions qui sont dans une logique où on peut, bien sûr, encore une fois, construire des applications qui
qui utilisent la donnée personnelle. Donc, encore une fois, ça dépend des pratiques, des pays, de la relation de confiance qui est établie. Maintenant, juste pour revenir au point relatif à le point précédent qui était évoqué par Omar, je pense qu'il est temps aussi au Maroc qu'on construise une agence de la confiance numérique. Parce que le sujet, c'est un sujet d'abord de confiance numérique dans son ensemble, pas uniquement effectivement d'un point de vue réglementaire, il y a aussi la question de la sécurité des données. C'est des questions qui sont c'est des questions fondamentales qui sont posées. Quand on construit une application grand public qui touche énormément de citoyens, le fait d'accéder à ces données, ça peut être dangereux parfois pour la vie de ces citoyens, pour leur bien. Quand on parle par exemple de banques, on a eu dernièrement par exemple un certain nombre d'attaques qui ont concerné certaines banques. On a vu que par exemple des comptes Apple ont été, des cartes bancaires ont été utilisées pour faire des paiements à l'étranger. Donc c'est vraiment très sensible et c'est là justement où la DGCI intervient parce que normalement tous les services sensibles de l'État doivent être d'une certaine manière audités par la DGCI et donc ils doivent d'une certaine manière respecter un certain nombre de normes en termes de cybersécurité, de mécanismes de protection des données, de mécanismes de protection des systèmes d'information pour justement leur permettre d'opérer de manière sûre et sans impact possible sur les citoyens. Il ne faut pas oublier aussi que la donnée peut être utilisée dans des attaques de type politique. On a vu qu'aux États-Unis, par exemple, les décisions électorales ont été impactées par l'utilisation des données dans le cadre du scandale Cambridge Analytica. Donc, c'est aussi dangereux que ça peut impacter l'avenir d'un pays et les résultats d'élections, et ça peut impacter les comptes bancaires des gens, et ça peut même impacter des vies. Donc, voilà. Très bien. Avant de passer à l'autre question des internautes, Monsieur Chtiou, j'aimerais bien vous interpeller aussi par rapport au traitement de la Chine et leur gestion justement de manière générale de la donnée à caractère personnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, comme d'ailleurs toute question éthique, l'éthique est une question qui est liée à la culture de chaque pays. On n'a pas une définition universelle de l'éthique. Je ne me sens pas dans une position pour juger telle ou telle culture, tel ou tel contexte par rapport à son utilisation d'une application, par rapport à l'utilisation de données. J'ai des principes, des valeurs que je défends. Par exemple, je ne suis pas d'accord de dire qu'il y a un droit supérieur à un autre par rapport à ce que disait Sidoé. Un droit, c'est un droit. Il n'y a pas un droit qui est supérieur à l'autre et ce n'est pas parce qu'on a un contexte de santé qu'il faut qu'on accepte que le droit par rapport aux données personnelles soit mis en second rang. Mais après, voilà, je ne me sens pas en mesure de dire parce que bon, voilà, il y a un contexte particulier en Chine, il y a une culture particulière. Je ne suis pas capable, dans la mesure où je n'ai pas baigné dans cette culture, de juger de leur façon de faire les choses à partir du moment où effectivement il y a un certain nombre de règles et de valeurs qui sont respectées et qui sont conformes avec le contexte et la culture locale. Bon, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, la question s'est posée en Europe. On a vu qu'il y a beaucoup de débats. Il y a eu une certaine assurance, en tout cas en Europe, par rapport à l'utilisation des données sur des applications, en particulier en France, comme Stop Covid, qui a été beaucoup débattue dans les médias et dans les différentes instances législatives. Et puis après, la solution a été trouvée de façon à pouvoir assurer un respect des données personnelles et de leur utilisation. Donc, sans pour autant, effectivement, mettre un droit avant un autre. Et c'est ça ce qu'il faut faire, c'est à travers la sensibilisation, les débats, l'échange, à travers l'amélioration, en tout cas, de tous ces processus-là, qu'on arrivera à préserver l'ensemble des valeurs éthiques qui sont convenables par rapport à une société. Je peux me permettre juste… Oui, Sergi, allez. Oui, en fait, juste par rapport à cette question. Oui, pardon. Cette hiérarchie de droit, je pense que de toute façon, de facto, quand on est dans une crise comme celle qu'on a aujourd'hui, bah, automatiquement, pour protéger les citoyens, l'État a le droit, par exemple, de mettre les gens en confinement parce qu'il considère que le droit à la vie est plus important au droit au déplacement, par exemple. Et l'État a le droit d'imposer le port de masque et donc de faire en sorte que un certain nombre de libertés qu'on avait, on en a moins parce qu'il y a un contexte qui l'impose. Donc, moi, c'est juste dans ce sens. C'est pas, la question n'est pas de dire que, d'ailleurs, je veux dire, même si on prend l'histoire religieuse au Maroc, enfin, pas au Maroc, mais l'histoire de la religion, par exemple, musulmane, on va voir, par exemple, que quand il y a eu des problématiques de famine de manière globale, la punition, par exemple, d'un voleur, elle peut être limitée ou en tout cas restreinte. On peut mettre des moratoires sur certaines choses parce qu'on considère que le contexte ne le permet pas. Donc, c'est dans ce sens vraiment que j'ai parlé de ça. Bien sûr, les valeurs ne se divisent pas, mais c'est important quand on est dans une situation de crise de dire est-ce qu'on n'est pas prêt à renoncer à certains droits
pour pouvoir protéger des personnes, etc. C'est dans ce sens. Voilà. En fait, la vérité, c'est qu'il y a sujet à débat. En fait, on peut pas nier cela. Il y a différentes opinions, il y a différents avis. Si Sarouchni a parlé d'équilibre, il y a beaucoup de paramètres. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre conférence, on voudrait vraiment donner le maximum d'informations aux consommateurs, à l'utilisateur marocain. Peut-être il faudra qu'on organise un autre rendez-vous pour débattre de la question, parce que vraiment, c'est un débat intéressant. Oui, monsieur Sarouchni. Juste un petit mot, je partage amplement le fait qu'il n'y a pas des droits de zone 2, des droits de zone 1, etc. Je pense qu'il ne faut pas, lorsqu'on en arrive à ce niveau ou à ce stade de la discussion, il faudra pas parler du droit des données, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, il faudra parler du droit à la vie privée. Et déjà, en parlant de la vie privée, on va mieux analyser les choses. Et encore une fois, il n'existe pas une solution miracle. La solution, elle est liée au type de société que l'on souhaite avoir, et pas plus que ça. Sinon, un dernier mot peut-être. Enfin, nous on martèle au niveau de la CNDP, un peu de façon un peu marketing. Cette phrase qui dit que pour vivre digital, il faut respirer protection des données, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas privilégier la vie face à la respiration ou autre chose. Nous devons être digital. Et nous devons, pour favoriser le digital, aussi bien sur le visage côté Janus, côté citoyen, pour que le citoyen soit protégé, mais aussi côté économie, c'est avec la confiance que le citoyen consommateur du digital contribuera au développement et au déploiement du digital. Très bien. J'ai une question aussi d'un autre internaute et c'est intéressant de voir le type de question parce qu'on a des internautes qui parlent de risques de protection et d'autres au contraire qui encouragent l'utilisation de la donnée. Alors la question c'est pourquoi au Maroc n'avons-nous pas encore autorisé la signature électronique, la reconnaissance vocale et faciale pour les process administratifs, mais aussi pour faciliter les transactions bancaires et commerciales? Je reprends. S'il vous plaît. En fait, dans la question, il y a trois questions. En fait, il y a le encore et le fait qu'il faille reconnaître ou accepter ou pas, et le fait que c'est une problématique qui est liée au Maroc ou qui est un peu plus globale. En fait, sur le encore, je peux dire qu'il y a des avancées importantes qui sont en cours avec des projets de loi et différentes problématiques sur tout ce qui a été évoqué, en particulier sur la signature électronique. L'aspect intérêt de la chose est que ça puisse faciliter les éléments de gestion administrative, c'est incontestable. Mais toujours dans cette histoire d'équilibre que j'évoquais tout à l'heure, vous savez l'histoire dans la corrida là, du foulard rouge pour le taureau là, et après quand on retire le taureau, il a des surprises. Donc il ne faut pas dans notre raisonnement avoir une notion de foulard rouge en regardant l'efficacité immédiate et la proximité, etc. Si on parle de ça, on est tous d'accord. En termes de proximité, en termes d'efficacité, en termes de facilité, on est tous d'accord. La question, c'est de réfléchir au coup d'après. Et c'est là qu'il faut raisonner. Et la réflexion aujourd'hui, elle n'est pas bloquée qu'au Maroc, elle est internationale. Dans tous les grands ensembles, les questions ou ce type de problématiques sont en réflexion et il suffit de suivre l'actualité pour se rendre compte que nous sommes en période de construction. Mais par exemple, l'exemple de la signature électronique, cela existe bien dans les autres pays et ça fonctionne oui, mais chez les administrations. Il ne va pas y avoir de problème au Maroc. Elle existe aussi sous une certaine forme aujourd'hui et il y a des dispositions qui sont en cours de mise en place et qui vont être très performantes.
Très bien, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le cas, mais ce le sera. Il n'y a pas de blocage par rapport à cela, c'est juste question Le de Maroc temps a et fait, question de… le Maroc a fait un choix simple qui est utiliser l'usage offert par les nouvelles technologies pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens, leur qualité de vie, leur sécurité et un certain nombre de choses. La question est encore une fois de ne pas se laisser attirer par le foulard rouge, mais de travailler dans ce sens en réfléchissant au coup d'après. Et le Maroc est sur une belle grande voie là-dessus. Très bien. Et en fait, c'est un équilibre à trouver entre ne pas se laisser attirer par le foulard rouge, mais ne pas avoir peur du foulard rouge aussi. Donc, en Tout fait, à c'est fait, tout un équilibre tout à fait. à trouver Parce qu'en sur le fait, sujet. toute cette réflexion ne doit pas être une cause de retard non plus. Donc, c'est pas réfléchir pour envoyer au calendrier grec, c'est réfléchir vite pour construire sur de bonnes bases. Très bien. Alors, j'ai une question d'un internaute. Oui, Sizoua, j'ai une question pour vous de la part d'un Ok, internaute, ok, mais je vous très bien. laisse peut-être rebondir d'abord si vous voulez Oui, oui, rajouter en fait, quelque chose. je voulais juste dire, je me permets quand même de réagir par rapport à ça, parce que je pense qu'au Maroc, on perd beaucoup de temps dans des logiques réglementaires. En toute honnêteté, je vais prendre juste un exemple, le mobile banking et le mobile payments a pris une dizaine d'années pour qu'il soit instauré au Maroc. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on n'est pas très loin alors qu'il y a des pays africains qui ont développé leurs propres solutions, etc. C'est une question à se poser. Moi, je pense qu'on est en train aujourd'hui d'abord d'adopter un dogme réglementaire qui n'est pas le bon. C'est un dogme napoléonien où, en fait, d'une certaine manière, on interdit d'abord et on autorise après, alors que Mm. dans les pays anglo-saxons, on est plutôt sur l'autorisation et après on interdit s'il y a un problème. Moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans… Et d'ailleurs, ça s'est fait dans beaucoup de technologies. Hein. Il n'y a pas que le mobile payment. Je peux citer… Là, par exemple, l'identifiant des citoyens, c'est un sujet qui est important. Aujourd'hui, on ne peut pas digitaliser les processus au niveau des banques, au niveau d'un certain… si on n'a pas un identifiant unique. La question aussi se pose, par exemple, si je prends le cas des drones, si je prends le cas de la crypto-monnaie, si je prends le cas d'un certain nombre de technologies. Moi, je pense, encore une fois, c'est pas pour critiquer, mais je pense que le dogme réglementaire au Maroc, il est mauvais. On interdit, puis on autorise. Je donne juste un exemple pour prendre le cas des États-Unis. Dans la partie du freelance, par exemple, ils ont d'abord autorisé les plateformes freelance. Ces plateformes se sont développées. Ils ont commencé à avoir un chiffre d'affaires conséquent. Donc, quand ils ont atteint un niveau de chiffre d'affaires, l'État américain est venu les voir, donc typiquement des plateformes comme Upwork, Fiverr, etc. Il est venu les voir pour dire que c'est du travail et on doit le taxer à 10%. Mais il y avait d'abord une création d'activité économique avant de passer à la réglementation. Et la deuxième problématique dans la réglementation aussi, dans notre dogme réglementaire, c'est qu'on pense que la loi doit dire la vérité. Et donc, parfois, on sort de la réglementation sur des choses qui ne sont pas forcément encore des réalités économiques. C'est plus des questions, on va dire, idéologiques que des réalités économiques. Et là aussi, je pense que ce n'est pas vrai. Là, encore une fois, c'est le dogme francophone contre le dogme anglo-saxon, où dans le dogme anglo-saxon, on est plutôt sur la jurisprudence. Donc, on ne légifère que sur des réalités qui ont déjà existé qui ont une existence. On n'a pas, par exemple, voilà. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire, en tout cas, ma position, c'est de dire que sur le sujet de la réglementation, il faut pas, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au Maroc, ça ne bloque pas. Parce que j'ai pris le cas du mobile payments, on est très en retard sur beaucoup de pays africains, on est très en retard sur beaucoup de pays dans le monde. Voilà. Très bien. Il nous reste quelques minutes et une question Et, des internautes. Oui, non, mais je suis désolé, mais en fait, le débat est inéluctable et c'est tout à fait logique. On voit très bien votre oui. position et la position de Zouhair. Non, mais il n'y a Un pas de entrepreneur position. dans les technologies. Non, il n'y a pas de position Dites-moi. et je pense qu'il ne faut pas rester sur des fausses images et qu'il faut s'informer un peu plus. Parce que je pense que le grand problème qu'on a, c'est qu'on ne se parle pas suffisamment. Dire, c'est classique dans les salons casablancais et arabas, etc., les histoires de francophones, anglo-saxons, machin et tout, on est tous marocains et je pense qu'on est un peu plus intelligents que de rester bloqué sur les paradigmes qui ont construit nos formations. Je pense qu'on est tous dans la pratique et on va un peu plus au-delà. Je peux donner un exemple, je ne vais pas parler de l'exemple de e-payment parce que 10 ans, je n'étais pas dans le cadre réglementaire pour pouvoir juger, mais je vais vous donner l'exemple de la reconnaissance faciale. Au niveau de la reconnaissance faciale, il n'y a pas eu de réglementation au Maroc.
il y a eu un moratoire, comme dans beaucoup de pays anglo-saxons, notamment en Californie, en New York, à moins que New York et la Californie aient pris la nationalité française, mais je n'ai pas été informé. Et à ce niveau-là, ce qu'on a fait, c'est que les gens qui étaient déjà engagés dans le process ont été mis sous expérimentation. Donc, on est bien dans la logique de sandbox qu'on trouve chez les anglo-saxons, de bac à sable, où on teste et après on voit. Et on est bien dans une logique d'observation où on regarde ce qui se passe et on délibère. Donc, il faut qu'on dépasse ces arguments qui sont des arguments qu'on se plaît à déployer quand on est tout seul. Mais créons le débat pour qu'on entende la thèse et l'antithèse. Et il y a beaucoup de problèmes au niveau du digital, non pas parce que il y a un problème de réglementation ou un problème d'opérationnalité. Moi-même, j'ai été 32 ans entrepreneur à Paris, donc c'est pas ça qui me fait peur et c'est pas ça qui fait la différence. Mais je peux vous dire que le problème qu'il y a, c'est qu'on se refuse de discuter dans le fond et qu'on ne fait pas la différence entre le besoin et comment on va implémenter le besoin. Et chaque fois que la façon avec laquelle on veut implémenter le besoin est questionnée, pas juste questionnée, on affiche et on freine des quatre fers en disant « Ah, vous êtes contre le besoin » alors que personne n'a remis en cause ce besoin. Donc juste pour conclure, je dirais que ce qui nous manque vraiment, c'est que l'on puisse débattre entre nous et aller dans le fond, sans rester dans les politesses, mais on ne peut pas parler des autres sans les avoir entendus. Donc moi je dis... c'est peut-être ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être une recommandation, c'est se mettre autour de la table, enfin les bien acteurs sûr. Qui sont impliqués sur le sujet et discuter, débattre les questions de fond. Je suis sûre que M. Khedissi accepte l'invitation d'être autour de la table. J'ai aucun souci, il le sait bien. Très bien, très bien. Mais effectivement, il y a peut-être une discussion de fond à faire sur le sujet pour aller plus loin. Donc, merci vraiment d'avoir évoqué le sujet et ça pourrait être une recommandation suite justement à cette conférence. Une dernière question, parce que j'ai promis de la poser, mais si vous pouvez, M. Khedissi, juste être bref dans la réponse. Comme ça, on passe à la conclusion. Donc, un internaute qui vous pose la question, avez-vous établi un bilan sur les risques liés à l'application Wiqaitna quant à sa conformité avec les hypothèses de base et avec les objectifs de protection des données à caractère personnel? Alors, je ne sais pas si je suis habilité à répondre à cette question, mais en tout cas, je vais juste dire que les promoteurs de l'application ont fait d'abord le nécessaire sur le plan réglementaire. Donc, la CNDP, je pense, Omar peut l'attester, a été associé au processus du début jusqu'à la fin. Je pense que la question des données personnelles a été traitée de manière by design, c'est-à-dire que la manière avec laquelle l'application et le projet a été lancé, la protection des données personnelles et le sujet de la privacy était ce qu'on appelait la privacy by design, donc a été traité dès le début dans la manière avec laquelle l'application et le concept de l'application a été pensé. Et sur le plan de l'implémentation, les questions vraiment très profondes en termes de cybersécurité ont été traitées pour s'assurer que la donnée qui va être collectée, qui se limite au numéro de téléphone des personnes parce que c'était nécessaire pour pouvoir les contacter, se fasse justement de manière très scrupuleuse en respectant les normes. Donc, on a fait énormément d'audits de sécurité, on a impliqué des spécialistes dans la cybersécurité dans le process au niveau national et international pour justement pouvoir… Et d'ailleurs, ça a été attesté par un certain nombre d'acteurs. Maintenant, juste pour la discussion qu'on a eue, et encore une fois, il y a beaucoup de respect avec ces Omar, je pense que le sujet n'était pas relatif à la CNDP. D'ailleurs, la CNDP est un des organismes qui sont les plus en avance en termes de dogmes réglementaires. Hein, je tiens à le préciser. Et c'est ma position qui est depuis toujours. Ce n'est pas parce que c'est Omar est avec nous. Je considère que la CNDP a toujours été dans une approche agile, avec une logique d'expérimentation, avec une ouverture vers le privé. Et ça s'est fait sur beaucoup de sujets. On a eu à traiter un certain nombre de sujets et j'ai beaucoup apprécié l'approche. Mais j'en ai parlé parce qu'il y a sur d'autres sujets. J'ai pris le cas du mobile payment, mais je peux en citer d'autres sur lesquels je pense qu'on n'a pas été suffisamment agile, pas suffisamment à l'écoute et pas suffisamment justement dans une logique d'échange pour pouvoir justement construire un modèle propre à nous, marocains,
Et d'ailleurs, je me permets de faire le truc. Moi, je ne fréquente pas les salons ni casablancais ni rabatais. Monsieur Ridissi, c'est Omar vous a invité de manière claire pour Ben, discuter du sujet plus en profondeur. Je pense qu'il y a on le fera, tellement de Inch'Allah. choses à dire. Ouais. Et puis invitez-nous, hein, comme ça on Inch'Allah. invite les internautes aussi. Alors, il nous reste encore 2 minutes pour conclure. Donc, si je dis oui, quelle est votre conclusion? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux internautes marocains sur le sujet? Moi, je pense qu'il est très important, et on le sait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle invention, une nouvelle technologie, d'ailleurs, même si c'est une invention qui n'est pas technologique, il y a toujours débat. Et le débat, il est sociétal. Et c'est normal que le débat soit sociétal parce qu'il y a nécessairement des enjeux d'usage et de conception. Il n'y a pas que la technologie qui est définie, il n'y a pas de déterminisme dans la technologie. La technologie ne détermine jamais les impacts. C'est la façon de l'utiliser, c'est la façon de la concevoir. C'est extrêmement important, effectivement, qu'on puisse, dans les usages, sensibiliser les gens, faire évoluer la réglementation, faire évoluer les pratiques, et que dans la conception, on puisse former des gens qui sont capables de prendre en considération ces dimensions-là. On ne peut pas, aujourd'hui, je ne conçois pas qu'on forme des ingénieurs en intelligence artificielle, par exemple, des data scientists, sans avoir une grande partie de leur formation qui est centrée sur les enjeux réglementaires et éthiques. Comment on veut que ces solutions-là puissent respecter les enjeux de la société si on ne forme pas les gens qui vont la concevoir demain sur les bonnes pratiques, sur les bons usages, sur les aspects réglementaires, sur les aspects éthiques, sur le respect de la société, sur la durabilité et la confiance et la responsabilité que doivent porter ces innovations-là. Donc, technologie, il n'y a pas de déterminisme. Usage, conception, pensons à ça d'une façon qui nous permet de nous protéger bien en amont et d'éviter peut-être d'arriver à ce type de débat parce qu'on aura bien anticipé le sujet. Merci beaucoup. Si Lertissi, un mot de conclusion. Moi, je dirais, donc en complément, que je pense que quand il y a de nouvelles technologies, il faut d'abord qu'on les accueille avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'intérêt intellectuel pour essayer de développer et de créer des opportunités. En faisant ça, il faut aussi que je pense que tout le monde soit sensibilisé à tous les risques qui existent. Il y a aujourd'hui énormément d'outils qui permettent de protéger la vie privée. Il y a des outils qu'on peut installer sur son téléphone, sur son PC pour justement se protéger, quel que soit l'usage qu'on en fait. Et il faut aussi être dans une logique de responsabilisation. Quand on donne un accord, quand on fournit une information, quand on signe un contrat, quand on accepte des conditions, il faut se dire que c'est des choses qui peuvent avoir un impact. Il faudra qu'on mesure cet impact. Donc, je pense que notre rôle à tous, c'est d'essayer de faire en sorte d'abord qu'on soit ouvert à la technologie, que notre enjeu d'abord soit d'abord un enjeu d'opportunité, tout en essayant de faire en sorte que les gens, sur un plan de responsabilité individuelle, soient sensibilisés pour prendre en compte les enjeux de la protection des données. Et quand on n'a pas forcément l'information, on peut se faire conseiller. Il y a moyen de s'équiper pour pouvoir justement essayer de limiter l'impact de cette recrudescence des données sur l'individu et sur la liberté individuelle. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Sarlochny, votre mot de conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux internautes aujourd'hui? Je dirais tout simplement en fait que on aura gagné lorsqu'on n'aura plus besoin de parler de réglementation. C'est-à-dire le jour où dans notre façon de vivre, nous aurons par rapport à une phase particulière intégré un certain nombre de règles et qu'on n'aura pas besoin de quelqu'un qui nous rappelle qu'on est en train d'enfreindre une règle, c'est à ce moment-là qu'on aura gagné. Donc la réglementation, en fait, il ne faut pas la percevoir, encore une fois, comme un frein ou comme une réalité à faire vivre. C'est un moyen qui doit nous permettre de nous hisser à une façon de vivre qui serait celle qu'on aurait décidée. Et là, encore une fois, il n'y a pas de vérité première, il n'y a pas un mode qui est meilleur qu'un autre, peut-être même qu'il peut y en avoir plusieurs qui cohabitent, mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sociétale. Très bien. Merci beaucoup. Grâce à vos interventions, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère qu'aussi l'auditoire et le public qui nous a suivis a appris autant d'informations, beaucoup de réponses à mes questions, mais aussi beaucoup de nouvelles questions qui se posent suite à tout ce que vous avez dit. Je pense que les données à caractère personnel et leur protection est un sujet d'actualité et c'est un sujet qui restera d'actualité, je pense, les années et les décennies à venir.
c'est à nous, individus, d'avoir une prise de conscience et de gérer ça en fonction de l'évolution et du développement, que ce soit de la technologie ou de l'éthique ou de la société. Merci beaucoup, Monsieur Omar Serrouchni, d'avoir répondu présent et pour toutes les informations que vous nous avez fournies. Merci beaucoup, Zouhev Lakhdissi de San Francisco. Merci beaucoup, Sitouhid Ch'tioui de Paris. Merci à toute l'équipe de la Fondation Attijari Wafa Bank qui a été derrière ce sujet, qui a été derrière l'organisation de cette conférence digitale. Je vous souhaite une excellente soirée et merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous. Merci.